Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café, un Zigzag Café qui aujourd'hui sera suivi en particulier par des jeunes, puisque sur ce plateau, nous avons des élèves du cycle du Marais de Genève, plus exactement la LM 802, et puis c'est le temps des échanges, alors des jeunes de Ballois, de Billingen sont également là, puisque je pense que les jeunes vont aller à Bâle, ou sont déjà allés à Bâle, et c'est les Ballois qui sont ici. En tout cas, l'occasion pour eux de découvrir très certainement un monde qu'ils ne connaissent pas. Je ne sais pas si leurs enseignants ont l'habitude de leur parler de Gilles. Eh bien, s'ils n'ont pas parlé de Gilles, ils ont, à mon avis, grand tort, parce que Gilles symbolise toute une époque. Et puis, c'était un peu dans les justes, Gilles. Alors, ça fait du bien de pouvoir en parler de cette manière, avec ce comportement pendant la guerre 39-45, avec surtout le passage du poète que l'on évoquera aujourd'hui, fin de la trajectoire d'ailleurs, les adieux à Gilles. Et puis, en même temps, c'est, on vous le rappelle, en parallèle, la narration de l'histoire de Montreux, une histoire à rebondissement, une histoire avec des moments très difficiles, des moments glorieux. Ce sera un peu le futur de Montreux aujourd'hui. Bienvenue à Evelyne Nutti, dernier jour. Ça passe vite, hein? Ah oui. Et vous avez eu toujours des réactions un peu à la suite des émissions? Vous continuez à recevoir des offres On continue à recevoir des offres, notamment une photographie de Louis Armstrong en 1934 au Cursal, qui paraît-il est unique. Ah bah vous voyez. Et puis moi, je me suis fait une remarque. Je me suis rendu compte hier à quel point je suis maintenant en décalage par rapport à mon métier d'archiviste. C'est-à-dire, je suis déjà, entre guillemets, une archive vivante, au sens où je porte en moi Elle se porte des bien, souvenirs. les archives vivantes, vous avez remarqué. Je vous propose que nous la numérotions tout de suite. Alors Alex, je vous laisse présenter nos autres invités. Oui, d'abord, Dimitri Markevitch, il était avec nous déjà en début de semaine, il est violoncelliste, concertiste, et je crois qu'il va nous le prouver encore tout à l'heure, mais il est aussi montreusien, et il a bien connu Gilles à Paris, et c'est de cela aussi que nous parlerons avec lui. À ses côtés, Monsieur Carlo. Monsieur Carlo, c'était ou ce fut pendant longtemps au Montreux Palace l'homme aux clés d'or, le concierge. Alors normalement, le concierge, c'est bouche cousue aujourd'hui. Voilà. Allez savoir, peut-être y aura-t-il une exception. Et enfin, son patron, ou celui qui fut son patron, Hans Wiedemann, qui est le patron du Montreux Palace. Bienvenue à bord. Merci beaucoup. Et puis d'autres intervenants qu'on vous présentera tout à l'heure en cours d'émission. Aujourd'hui, c'est évidemment Montreux et c'est évidemment Gilles et puis c'est évidemment les archives parce que on est en pleine actualité, Alex, en pleine actualité à propos des archives de Gilles. Oui, tout à fait, mais on va le voir à la fois par l'image et je dirais par l'émotion, même si les archives c'est quelque chose a priori d'impersonnel et de froid, ça n'est pas le cas. Donc c'est à la fois une semaine qui se termine avec Gilles et une page qui se tourne. Dans le bureau qui fut celui de Gilles, les masques du coup de soleil, les souvenirs d'une époque révolue, le rideau va se refermer. En compagnie d'Evelyne Villard, Gilbert Coutat, l'archiviste cantonal vaudois, trie les ultimes documents et manuscrits qu'Evelyne a décidé de remettre aux archives cantonales vaudoises. Bien. Là-dessus, Monsieur Coutas. Oui, alors on vous la parlera, c'est un des exemplaires. On a Madame Bélanger, qui est la restauratrice, a déjà réparé une des affiches qui était en morceaux, comme ça. Elle vous montrera comment d'ailleurs elle intervient sur ces documents. Ne resteront désormais à Saint-Saphorin que l'original de l'affiche de Gilles et Julien, le diplôme décerné à Gilles par la Société américaine des auteurs-compositeurs pour sa chanson Les Trois Cloches, quelques-uns des masques dont Gilles se servait pour son tour de chant. Et bien sûr, le piano sur lequel Gilles composait ses chansons puis les répétait avec Albert Urfer. Oh, mais il y a une chose qui va pas être jolie. Voilà. Oui, c'est le Saint des Saints. Avec Gilbert Coutat, Anne Bélanger, c'est la restauratrice des archives. Elle est aussi des voyages, elle l'aide à porter les ultimes cartons. C'est la maison de toute une histoire, ou enfin de toute la fin d'une histoire. Et c'est d'une certaine manière aujourd'hui une porte qui se referme en compagnie d'Evelyne Villard, la femme de Gilles, qui va remonter aux sources
aux sources du souvenir dans les ruelles de Saint-Saphorin, devant l'auberge de Londe, désormais connue quasiment universellement. Et je voudrais au passage remercier Evelyne, Gilbert Coutaz aussi, mais Evelyne Villard, parce que je pense que cette journée, sous ses apparences un tout petit peu, on va continuer le reportage avec elle, mais sous ses apparences un petit peu légères, cette journée où elle allait remettre la fin, le deuxième lot des archives, n'a pas dû être facile pour elle. Imaginez que depuis la mort de Gilles, eh bien, il lui suffisait, lorsqu'elle avait un peu le vague à l'âme, d'ouvrir un tiroir, de retrouver une lettre, de retrouver un manuscrit de poème, et peut-être pendant quelques secondes de s'y plonger. Désormais, il lui faudra faire le voyage de Lausanne, de Chavannes pour être précis, et ça n'est pas tout à fait aussi simple, puisque, je vous l'ai dit, désormais, il lui faudra, pour remonter à ses souvenirs, aller à Lausanne. Voilà 16 ans ici devant l'église de Saint-Saph. C'est Gilles que ses amis accompagnaient à sa dernière demeure. Aujourd'hui, ce sont donc quelques cartons. Il disait, Étourneau comme tu es, Étourneau. C'est joli, Étourneau. N'est-ce pas? Il m'a fait une jolie dédicace avec ce mot d'Étourneau. Naturellement, le bouquin, je ne l'ai plus jamais retrouvé. À 2 pas de l'université de Lausanne, le bâtiment des archives cantonales est du genre austère. Rien à voir avec la maison de Saint-Saph. Et dans les sous-sols, c'est en mètres linéaires qu'on mesure l'importance des souvenirs. A pris une place particulière. C'est des enveloppes. Ah, mais des enveloppes. Des belles enveloppes blanches. Qui sont faites pour la conservation. C'est un petit peu un arrache-cœur. Et puis en même temps, je suis tranquillisée. Elles seront protégées par cette belle maison. Et M. Coutaz, son directeur. C'est ce que je voulais, que tout ça soit protégé. C'est un fonds emblématique par l'audience du personnage, un peu atypique dans nos fonds d'archives. Il y en a plus de 1400 fonds privés. Et ce fonds va permettre justement de faire d'une mémoire collective. On va pouvoir vérifier un certain nombre d'éléments. Je pense qu'il y a des parts qui sont originales et qui vont être découvertes, notamment Gilles et le théâtre. C'est des choses qui ont été peu étudiées. Et dans le domaine de la chanson, je pense que les éléments d'archives vont montrer que Gilles, on ne peut pas le réduire à la dernière partie de sa carrière. Ça dépasse largement les frontières de ce canton. C'est un homme qui appartient à l'histoire même de la chanson et du spectacle. Oui, j'étais assez étonnée de voir les textes assez satiriques qu'il a fait sur la Seconde Guerre mondiale, ce genre de choses, des textes assez... Oui, c'était assez satirique, oui, il donne une opinion assez prononcée, disons. Et puis c'est vrai qu'à l'école, on a découvert surtout les 3 cloches, c'est ce qui me restait un peu en tête. Puis c'est vrai que j'ai découvert beaucoup d'aspects de cette personnalité. J'ai descendu l'autre matin pour voir la rose en mon jardin. Et ben je pensais pas chanter cette chanson. Comme ça, elle me vient facilement ici. Une chanson comme celle-ci, par exemple, vous vous rappelez quand elle a été écrite? Juin 1940. Il l'a écrite en juin 1940, cher ami, vous voyez là. Donc c'était le début de votre rencontre? Oui, mais où est-ce qu'il l'a faite? Je peux plus me rappeler de tout quand même. Je vous ai quand même chanté une chanson, hein. Puis vous n'avez pas applaudi, c'est scandaleux, vous êtes mauvais public. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Alors Evelyne, on a presque envie de vous poser une série de questions là quand même, parce que d'abord c'est très émouvant et c'est toute une période. Hein. On voit Saint-Saph et puis on voit ce blockhouse, pardonnez-moi, mais c'est les images que l'on a. C'est une toute autre architecture. Est-ce qu'il n'aurait pas été possible, selon vous, que l'on garde l'appartement de Gilles ou les objets dans l'environnement de Gilles, qu'on puisse s'y rendre? Parce que ça fait... On se dit c'est bien dans ces enveloppes blanches là, mais qui va pouvoir les voir? Igor Stravinsky disait que tout ordre réclame une contrainte, mais ce n'est pas une entrave à la liberté. Bigre. Bigre, c'est-à-dire vous avez des contraintes de conservation. Ouais. Si vous voulez préserver quelque chose, il faut d'une certaine manière les protéger. Regardez par exemple des archives de village qui se trouvent chez le gouverneur du village. La maison prend feu, les archives brûlent, c'est un pan de l'histoire qui s'en va. Alors c'est très bien, on garde les objets usuels, le piano, des choses qui sont plus proches, intimes
dans l'appartement, et puis le reste, on les met, oui, dans des cartons. Mais vous les voyez dans des cartons parce qu'ils sont rangés. C'est un petit peu comme la vaisselle chez vous, quand vous ne l'utilisez pas, elle est dans le placard. Mais vous pouvez les sortir quand vous voulez. D'accord. Vous vouliez faire un commentaire autre sur ces images qu'on a vues là? C'est un deuil pour quelqu'un de déposer des archives. C'est vraiment un deuil à faire. Dans le cas d'Evelyne Villard, c'est un deuxième deuil, en somme, parce qu'elle se sépare d'une part de sa vie intime. Ça me fait penser à quelqu'un, ça m'arrive très souvent, en fait, quand j'ai des archives qui viennent, les gens sont tristes de les donner, heureux de les protéger, de les donner, en somme, donner le patrimoine, mais tristes de les laisser. Et il y a une famille qui a déposé ses archives familiales, une branche de la famille a déposé, et l'autre branche de la famille m'a demandé si c'était possible pendant un certain temps de garder les carnets intimes, parce qu'il y avait son histoire dedans. Bien sûr. Pour le lire. Oui. Moi, je trouve étonnant quand même, il faut lui tirer un coup de chapeau, Evelyne Villard. Hein. Elle est dans toutes les circonstances d'une grandeur extraordinaire. Parce que là, on sent qu'elle doit avoir le cœur qui est quand même serré. Et comment est-ce qu'elle va réagir? Elle va réagir en chantant. Monsieur Carlo, là, je vous ai vu, hein, vous étiez touché, vous aussi. C'est bien, mais là, ça me rappelle quand j'étais jeune, j'étais une fois à l'Auberge de Londres. Oui. Justement pour voir Gilles et Ulfer. D'ailleurs, il y avait la Suisse romande qui a participé, là, oui, bien sûr, la télévision. Vous vous souvenez? Je me souviens de ça, oui. Mais c'est la seule occasion que j'ai eue pour voir M. Gilles. Alors, on va aller un peu dans votre monde à vous, parce qu'il faut dire que vous, comme ça, M. Carlo, vous avez eu une vie de palace. Tout à fait, oui. Hein? Vie de palace, vous avez commencé votre vie professionnelle dans un palace? J'ai commencé dans un palace à Villars, Palace, et puis je suis descendu au Montreux Palace. Et j'ai fini j'ai pris ma retraite à partant de Montreux Palace. Alors on va d'abord par des images, hein, on va d'abord voir le monde dans lequel vous avez évolué. Voilà. Yeah, give it to the other guy. Okay. Service d'étage. Alors sur notre plateau, il y a M. Carlo, il y a M. Widman qui est le directeur du Montreux Palace. Si vous deviez présenter le palace, combien a-t-il de chambres? Qu'est-ce que ça représente comme personnel? Il y en a 236 chambres. Oui. Et puis le personnel, c'est 200 personnes permanentes. Mais bien sûr, ça peut doubler quand on a des grandes conférences ou comme ça. On a aussi du personnel qui nous joint de l'extérieur. Quelles sont les bonnes périodes pour le Montreux Palace? C'est justement maintenant, jusqu'à environ août-septembre. C'est le printemps et l'automne. Mais on travaille très dur sur les périodes bas aussi, parce que je suis persuadé qu'on pourrait changer ça. Alors on va pouvoir y revenir. On va d'abord faire un petit détour du côté des souvenirs avec M. Carlo. Vous, d'avoir été quand même important, là, hein. Vous avez eu beaucoup de contacts avec une clientèle qui était prestigieuse. C'est vraiment, ça me rappelle tout ma jeunesse, là. Mais il y a un personnage, on va peut-être commencer par celui-là, parce que on l'a entrevu dans le sujet qu'on vient de voir, hein. C'est Nabokov. Nabokov, oui. Nabokov, alors, si vous deviez nous présenter Nabokov, qu'est-ce que vous nous diriez?
D'abord que c'est un homme à l'aspect très débonnaire, mais qui avait la plus grande connaissance linguistique à l'époque, qui a écrit en anglais mieux que les Anglais. J'ai lu une critique dans le New York Times où on disait il n'y a pas un Américain ou un Anglais qui peut écrire aussi bel anglais que lui. Il a écrit de français, il a écrit en russe aussi. Voilà. Et ça, c'est tout en chassant les papillons. Alors, Monsieur Carlo. Mais là, il était méticuleux, alors. Je me rappelle qu'il, des fois, il descendait ça lui manquait une grammaire, soit une langue, soit l'autre. Alors, j'étais son inspiration. Il parlait, il discutait avec moi je suis toujours cool, tranquille, sans problème. Et lui, en m'écoutant, il dit, ah, j'ai trouvé. Au revoir, Monsieur Carlo, je vais vite monter et marquer ça. D'ailleurs, une fois, il a marqué sur une petite meuble. Vous vous rappelez de ce meuble? Vous rappelez de ce meuble? Vous l'avez encore dans l'archive? Non, le meuble, il est chez Dmitri. Ah, chez Dmitri. Ça, on peut dire que c'est un des personnages qui vous a le plus touché, Nabokov. Oui, tout à fait, parce que je l'ai connu quand j'ai commencé au Montreux Palace, puis je l'ai vu partir. Une fois, il est parti à l'hôpital, il avait des problèmes de santé. Il a dit, mais c'est pas l'heure, je viendrai. Il est revenu, parce que malgré tout, qu'est-ce qu'il voulait? C'était moi qui je l'accompagnais à l'ambulance, à la voiture, et puis je le recevais quand il revenait, c'était plutôt moi qui faisais ça. Je m'occupais de son courrier, etc., etc. Et alors, la dernière fois qu'il était amené à la clinique, il dit, cher Carlo, cette fois, c'est fini. Il vous a dit au revoir. Au revoir. Au revoir, Carlo, cette fois, c'est extraordinaire. Voilà, ça vient de larmes aux yeux. Oui, c'est sûr. Bon, après, j'ai eu l'honneur de connaître Madame Vera. Quand monsieur a décédé, j'ai suivi Madame pour longtemps, parce que Dimitri était toujours en voyage. Maintenant, Dimitri est rentré au Bercail. Il est là. Oui. Et c'est dire qu'en quelque sorte, vous faisiez un peu partie de la famille. Je faisais presque partie de la famille, parce que tout le monde m'aimait bien. Est-ce que ça jouait aussi avec d'autres clients? Je ne sais pas, parce qu'on y reviendra peut-être sur, par exemple, les Russes qui étaient là. Il y avait beaucoup de Russes à l'époque. Les fameux pianistes. Les pianistes que vous avez. Rubinstein, voilà. Arthur Rubinstein était là aussi. Non, mais ça fait rien. Il y a Magalov aussi. Monsieur et Madame Magalov venaient souvent au palace, j'ai eu l'honneur de le connaître. Monsieur Chaplin venait prendre des repas chez nous, souvent. Dimitri Markevitch, c'est vrai qu'il y a eu toute une époque russe. Voilà, c'est ça. L'époque russe a été très importante parce qu'elle a été, je crois, le début de Montreux au siècle dernier. Et d'ailleurs, Livline le dirait encore mieux que moi, mais je veux dire, c'est les princes russes qui ont fondé ça et qui ont commencé ça. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il y a même maintenant la petite église russe de Vevey qui a été construite par des Russes qui étaient là, qui ont vraiment investi cette région. Et puis il y avait les Cantacuzènes, le fameux prince Cantacuzène, lequel prince avait cette magnifique maison à Lyon. Mais comme il avait perdu tout son argent et qu'il devait gagner un peu plus d'argent, il jouait de la guitare et descendait à pied de Glion pour jouer au palace, que soit au concert, et gratter la guitare et remonter à pied à Glion. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Widmann, vous avez de nouveau des Russes, mais ce n'est pas les mêmes là, qui arrivent? Parce qu'on voit, il y a une clientèle russe, c'est sûr. Qui sont des nouveaux Russes, si je peux dire. C'est peut-être moins les princes de l'époque. Non, c'est quand même encore les gens de l'époque, parce que c'est grâce à des personnages comme Evelyne Luty ou M. Carlo que moi j'apprends tous les jours ce qui s'est passé dans ces murs. Et les Russes d'aujourd'hui ont beaucoup entendu de leur famille sur l'histoire et ils viennent, c'est pas seulement les nouveaux riches, c'est vraiment aussi des familles entières de la Russie qui viennent nous voir. Est-ce que par exemple il y a des gens qui s'intéressent au passage de Nabokov dans votre palace? Oui, je peux vous dire, c'est pratiquement maintenant chaque jour qu'on a quelqu'un qui nous demande de la famille Nabokov, et puis on tient aussi... Mais vous demandez la fameuse chambre 67 65. 65, oh, mille excuses. Non, c'est exactement... on a des trésors dans cet hôtel, et puis la famille Nabokov, c'est certainement un qui... représente beaucoup, mais pas seulement pour les Russes, pour le monde entier. Une dernière question à M. Carlo. Est-ce que vous avez le souvenir de gens qui vous demandaient des choses extraordinaires? Oh oui. Seulement que ça ne vient pas tout d'un coup, mais comme les fameux barons qui venaient là, ils voulaient absolument
et un masseur japonais, rien qu'un masseur japonais pour sa maman qui était malade, qui commandait par téléphone ou par écrit les bouteilles de vin qu'il buvait pendant les périodes pour les faire chambrer au temps voulu. Et tous les soirs, il voulait pour lui et sa maman une omelette norvégienne. Et puis il y en avait un très méticuleux à propos du courrier. Ah oui, il y en avait un baron encore. Alors il descendait. Vous, que vous êtes un garçon méticuleux, dites-moi, quelle heure part le train avec la poste? Telle heure, il dit. Alors c'est bon. Il descendait un moment plus tard avec la lettre, il va donner le chasseur, il dit, écoute, porte ça vite à la gare, attends 5 minutes. Il donnait la lettre, montait à l'appartement, et puis surveillait s'il allait vraiment à la gare avec sa lettre. Alors écoutez, je vous propose, on va revenir sur Montreux bien sûr, mais je vous propose, si Gilles était avec nous, ben, il profiterait de l'occasion pour lui aussi raconter quelques histoires. C'est une histoire, ça se passe très courte. Avenue de l'Opéra, tout près de mon cabaret, de mon ex-cabaret, il y a des voitures qui passent, un fleuve de voitures, sans interruption, pas moyen de traverser la rue, puis un gars qui se trouve sur le trottoir sud, puis il aperçoit ses copains sur l'autre trottoir, il dit « Hé, Toto, comment t'as fait pour traverser ?» L'autre lui dit « Je suis né ici. » Dans un restaurant parisien très achalandé, un monsieur se présente sur le coup d'une heure pour déjeuner. C'est un monsieur très myope, très pressé et très enrhumé. Il cherche une place dans la salle, finit par dégoter un coin libre auprès d'un monsieur solitaire qui mastique consciencieusement un beefsteak, pommes frites, salade, menu traditionnel s'il en fut. Le monsieur pressé demande l'autorisation de s'asseoir, l'obtient, s'assied, appelle le garçon, il dit « Moi, peut-être pas bouillant, je suis très pressé, très enrhumé. » Le garçon se rue dans les cuisines, revient à porteur d'une soupière fumante qu'il dépose sur la table. Le monsieur pressé se sert, porte la cuillère à ses lèvres avec telle précipitation qu'il se brûle horriblement, craque la gorgée de bouillon dans le beefsteak de son voisin, éternue dans les pommes frites, son lorgnon tombe dans la salade, sa serviette glisse à terre, il se baisse pour la ramasser dans l'effort qu'il fait lâche, je m'excuse, un léger paix. Alors, le voisin se lève avec une distinction toute britannique, voire oxfordienne, lui dit « Pardon, monsieur, avec les oreilles, vous ne savez rien faire. » Voilà, ça c'était le petit clin d'œil à Gilles. On va revenir tout à l'heure hein, sur Montreux et le développement de Montreux, mais Laurent, vous avez à nous proposer un certain nombre de livres qui sont consacrés à Gilles. Bien oui, précisément, puisqu'on parlait de Montreux et des archives notamment, il faut lire ce roman historique de Micheline Dechêne. Pourquoi archives? Parce que Micheline Dechêne a fait une véritable recherche au cœur des archives de Montreux, avec vous justement, Evelyne Luthi. Elle a découvert des tas de documents et elle retrace ici la vie d'Anna Rouge. Et on retourne justement dans cette famille de grands hôteliers qui a vécu les événements de 1900 à 1930 à Montreux, et notamment la période de la construction des grands palaces et les premières fêtes des Narcisses, paru aux éditions Cabellita. Et puis, bon, j'ai pas l'habitude de parler d'un livre dont l'auteur est présent sur ce plateau, mais c'est celui d'Alex Descotes. Ouais, je crois que de toute façon, Laurent, on peut dire, hein, parce que c'est vrai que c'est pas, on n'a pas fait une émission pour promouvoir le livre d'Alex, c'est clair, mais qu'il se trouve qu'en la circonstance, c'est vraiment le plus précieux probablement pour connaître toute cette période de Gilles, savoir ce qu'a été son rôle pendant la guerre, ce passé de comédien, etc. C'est un ouvrage très précieux. Puis même si on est éloigné, il aura toujours l'occasion de me glisser l'enveloppe pour la promotion du livre tout à l'heure. Donc effectivement, c'est une des seules biographies qui existent actuellement, par aux éditions Silva. On ne l'obtient pas par des points, il faut bien le préciser, mais en librairie. Et puis c'est un hommage rendu à Gilles par vous, Alex. La meilleure façon quand même de se plonger, simplement de retrouver Gilles, c'est par ses poèmes. Et bon, il n'y a plus beaucoup de livres non plus qui sont axés sur ces poèmes. Vous lirez La Venoge et autres poèmes aux éditions du Verseau, éditions Payot à Lausanne.
avec la Venoge, il y en a point comme nous, les Vaudois ou encore le pain et le vin, entre autres, à lire donc absolument. Et puis, bien sûr, les chansons de Gilles, c'est un livre qui est paru juste avant la mort de Gilles. Il a voulu recueillir 77 de ses meilleures chansons ici dans cet ouvrage paru aux éditions Favre, avec les paroles et les partitions. On entendra d'ailleurs tout à l'heure notre Gilles à nous, qui va interpréter dans ce livre, grâce à ce livre, une chanson de Gilles. Et puis, un petit clin d'œil quand même, il faut le préciser, puisqu'il y a autour de nous des étudiants. Alors, vous savez que actuellement, on parle encore de Gilles. Il y a une photo dans cet ouvrage, Si l'après-guerre nous était comptée, qui est un merveilleux outil pédagogique qui revient sur la vie en Suisse romande de 1945 à 1955. Et on retrouve Gilles et Edith qui sont ici en photo avec un léger texte, il est vrai, mais enfin, on en parle encore aujourd'hui. Et ça, c'est quand même important de le signaler, ici paru aux éditions LEP, donc Loisirs et Pédagogie. Et puis, toute dernière chose, il faut quand même préciser qu'il y a des disques compacts qui sont encore à disposition auprès des disquaires. L'anthologie complète Gilles et Urfer à Saint-Symphorien ici, anthologie des chansons de Gilles parue aux éditions donc Disque Office, que je vais vous offrir, Evelyne. Et puis, les histoires et chansons de Gilles, toujours même édition Disque Office, en collaboration avec la Radio Suisse Romande. Merci Laurent. Juste une question, Evelyne. Moi, ça me frappe quand même parce que, ok, il existe un certain nombre d'ouvrages, d'ailleurs pas beaucoup sur Gilles. Et puis on a un peu le sentiment, on a eu le sentiment en préparant l'émission avec Alex, avec toute l'équipe qui est autour de Zigzag Café, que finalement il n'a pas la place qu'il mérite. On le trouve assez peu cité, on a peu, bon, sorti du canton de Vaud, on n'est pas en train de lui faire la place qu'il devrait avoir, parce que c'est un homme qui vraiment passera dans l'histoire de la chanson française. Est-ce que ça vous étonne, ce genre de choses ? Non, ça ne m'étonne pas du tout. C'est très fréquent. C'est bête de dire ça, mais nul n'est prophète en son pays. C'est idiot, mais c'est vraiment ça. Beaucoup de Vaudois sont partis à l'étranger et sont devenus quelque chose. Que ce soit des chansons, pour de la peinture, de la musique ou autre chose. Des ingénieurs, je ne sais pas, l'ingénieur d'Eiffel, Maurice Quéclin, il avait une maison à Véto. Oui. C'est... Alex. Oui, dire aussi tout de même que le fait qu'il y ait désormais des archives, les archives qu'on a vues tout à l'heure apportées à Lausanne, à Chavannes, eh ben, dans un mois, elles vont être ouvertes au public. Et lorsque j'ai fait ce travail il y a 4 ans, quel pu être l'accueil d'Evelyne Villard, c'était pas facile d'accéder aux archives. Et quand vous allez chez quelqu'un, vous avez l'impression de remuer le passé, vous hésitez avant de dire, écoutez, soyez gentil, confiez-moi tel ou tel document. Donc, pour l'historien, enfin, je ne me place pas en historien amateur, mais pour l'historien, le fait que tout à coup ces archives soient officiellement disponibles, ça va certainement permettre un travail qui jusqu'à présent se faisait sur la pointe des pieds. Et puis je vous propose là, toujours pour notre bonheur, parce que tout au cours de cette semaine, on vous a proposé des archives, et je vous rappelle que si vous voulez avoir une cassette de cette émission, il faut téléphoner au 708 99 00 et puis on prendra note de votre demande. Sachez que vous êtes très très nombreux à le faire, donc il faut parfois un peu de patience. Puis il y a des hommes qui, bien avant nous, ont consacré du temps et de l'enthousiasme et du talent à parler et à filmer Gilles et Urfer. C'est Jean Bovon, le réalisateur de La Maison, avec Émile Garda. C'est à l'Auberge de Londres, cher monsieur, c'est là où vous étiez allé. Et puis on a retrouvé une autre très très belle chanson, parce que c'est quand même une des choses qu'il chantait le mieux, c'est les Vaudois. Ayant peint les océans, l'Himalaya, l'Amazone, fatigué d'avoir vu grand, Dieu créa le bleu l'aimant. Par-dessus la dent de Jamin, des coteaux charmants où l'oiseau fredonne. Et d'un trait un peu nonchalant, quel joli talent, la Venoge évidemment. Il ajouta des forêts, des champs de blé, des prairies, et surtout trait de génie, de la vigne pour le clairet. Quand tout fut au point, bien que mort de fatigue, il décida prodigue d'aller encore plus loin. C'est ainsi, ma foi, que la tête un peu lourde et les mains un peu gourdes, Dieu créa les Vaudois. Quand on se voit franchement, nous Vaudois de vieilles souches, de race, de tempérament, on se demande comment le bon Dieu qui ne passe rien laissa dans sa main penser sans retouche ce mélange d'épicuriens, de mérovingiens, de bien pensants, de latin. Eh bien c'est simple, au moment de donner l'effort suprême, Dieu dans sa fatigue extrême avait perdu son élan.
Il prit à tâtons dans son armoire immense des gènes, des essences, l'argile et le plancton. Et brassant le tout, il obtint sans parole cette pâte un peu molle, mais qui avait du goût. Hélas, un peu somnolent, il oublia les épices, poivre et autres condiments, d'où notre côté gnang-gnang. Mais par contre, fort heureusement, il mit du sel fin, d'où notre malice. La graine de fleur des champs, bleu évidemment, d'où nos jolis sentiments. De la graine de souci et des herbes de Provence, de la nôtre nonchalance et notre inquiétude aussi. Quand un Vaudois dit agissons, l'heure est grave, on lui répond Gustave, finissons ce demi. On a bien le temps, c'est des pareils au même. On arrivera quand même ensemble au nouvel an. Dans ce pays enchanteur, mais réduit par ces montagnes, parmi les bergers en fleurs, a-t-on besoin de grandeur? Nous avons Eugène Burland qui sut joliment peindre nos campagnes. Et Doré qui sut passer charmer nos instants. Ça nous suffit largement. Il faut pas trop d'émotion. Or, Ramu nous indispose. Et même Jacques Dalcroze, ils ont trop d'inspiration. On est ce qu'on est quand on a très sa vache. N'ayant pas de panache, on se taille un plumet, ouvrant les lovins et l'ouvrant tout entière. Quand on a bu son verre, on s'élance en avant. Car notre joli vin blanc, c'est dénouer nos complexes. Chacun s'affirme en gueulant contre le gouvernement. Au moment où on est fin prêt, la servante rit. Hommage au beau sexe. On lui pince un peu les mollets. Tiens, voilà, Cholet. Rapportez en 3 bien frais. On est bien. On est chez nous. Indulgence. Tolérance. On voudrait sauver la France. La bouteille fait glou-glou. On est comme on est. Les amis, la verdure, la fondue, la friture, le dimanche au chalet. Et y a-t-il rien de plus beau? Y a-t-il rien de plus beau que notre petit chalet là-haut? On est pour la paix, car on a des principes. On est des tout bons types, quand on de vous respecte. Bien vu. Voilà une belle chanson de Gilles avec toute cette tendresse qu'il avait pour ce pays-là. Vous vouliez ajouter quelque chose parce que vous l'avez beaucoup vu à Paris. Oui, mais justement, je trouve intéressant de voir un peu comment j'ai découvert, moi, Gilles, parce que j'en ai entendu parler par ma famille quand j'étais petit garçon, par Élie Ganbin, par tout le monde, l'histoire du soldat, naturellement. Puis, entre-temps, je suis parti en Amérique, et puis, vers 1950, j'étais à Paris. Et à un âge où on aime sortir dans les boîtes de nuit, et je faisais régulièrement toutes les boîtes de nuit, surtout de Saint-Germain-des-Prés, et comme la Rose Rouge et des choses comme ça. Et puis on me dit, vous savez, il y a vraiment quelque chose de très intéressant, c'est Avenue de l'Opéra. J'ai dit, Avenue de l'Opéra, c'est un drôle d'endroit, parce que c'est pas du tout un endroit pour un cabaret à Paris. Je crois que c'était au 5, je ne sais pas, Avenue de l'Opéra. Et on m'a dit, il y a une chose, c'est chez Gilles. Mais j'ai dit, Gilles, mais ça me dit quelque chose. Et je suis arrivé là, tout d'un coup, dans les chansons vaudoises, sur l'avenue de l'Opéra à Paris. Et ça avait un succès énorme, et j'étais là, et c'est là que j'ai rencontré Gilles. Et bon, je ne peux pas dire que j'étais un ami, mais je l'ai rencontré, je parlais, et j'étais un pilier de cet endroit où j'emmenais tous mes amis. Je dis, il faut venir voir ça, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et les gens qui étaient dans le cabaret que vous avez côtoyé à ce moment-là, est-ce qu'ils venaient écouter des vaudoiseries, si j'ose dire, ou est-ce qu'ils étaient touchés par le poète et par d'autres textes aussi? Oh ben, je crois que personne ne peut rester insensible au texte Je crois que, bon, le côté vaudois était un petit peu exotique pour les Français, naturellement, et ça ajoutait justement du sel à la chose, mais j'ai amené des gens comme ça que je connaissais un peu snob et tout ça, ils étaient enchantés. Alex? Oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, bien sûr, Urfer avait rejoint Gilles à Paris et ils chantaient ensemble, ils passaient ensemble, mais chez Gilles, à l'avenue de l'Opéra, il y avait surtout l'accueil d'autres artistes. Et par exemple, Jacques Brel, qui est venu chanter la première fois, et pour Jacques Brel, ça
c'est une anecdote qui est assez intéressante. En fait, Gilles avait composé la Venoge, écrit la Venoge, non pas dans le canton de Vaud, même pas à Paris, en Bretagne. Et puis, il était en train de la répéter, c'était en 54-55, sur la scène de son cabaret chez Gilles. Et il y avait Brel qui était là. Et en fait, Brel a raconté plus tard dans ses mémoires que s'il a osé chanter et composer le plat pays, qui est très différent des chansons d'amour, etc., c'est parce qu'il avait vu Gilles préparer la Venoge. Extraordinaire. On va revenir un tout petit instant sur Montreux, puisqu'on a ces deux destins en parallèle, parce que on a évoqué avec M. Carlo le passé. Aujourd'hui, il a pris sa retraite. Hein, tout à fait, oui. Mais juste une chose, je vois derrière vous quelqu'un qui a un micro vert. Prenez-le, prenez-le. Vous êtes le fils d'un des trois fils de M. Carlo. Et vous, où travaillez-vous? Je travaille au Casino, qui fait partie du groupe Montreux Palace. Donc mon patron est aussi sur la plateau. C'est une tradition familiale, ça. Ah, je suis sûr, un vœu cher de mon père de rester dans le groupe. Il n'y a pas que les princes russes dont les descendants viennent aussi. Vous êtes là aussi, vous. Juste, oui. Alors, comment voyez-vous l'avenir de Montreux Bon, je crois très brièvement, parce que je suis un Suisse qui était à l'étranger pendant 15 ans, il faut absolument conserver le passé. Alors, c'est impératif qu'on garde cette histoire et puis qu'on la soigne. Autrement, pour le futur, bien sûr, nous devons ajouter certaines choses, comme par exemple la communication, que la clientèle d'aujourd'hui trouve ses moyens aussi à Montreux. Mais on a des atouts dans cette région qui sont incroyables. Et je crois que notre devoir, c'est justement de maintenir... Est-ce qu'on peut dire qu'un de vos atouts, c'est Evelyne Duty? Absolument. Absolument. J'ai l'impression que vous êtes d'accord là, tous les trois. Oui, hein? tout à fait. Là. Oui. Parce qu'une archiviste qui croit à sa région, qui en même temps est jeune, contemporaine... C'est aussi ça. Vous voyez, on a fait beaucoup de transformations les derniers 3 ans. Et puis, on a investi plusieurs millions. On n'a jamais investi un franc avant de ne pas demander si ce qu'on est en train de faire peut-être a détruit quelque chose du passé. Alors, on a besoin des personnes comme ça, c'est sûr. Quel bel hommage, dites-donc. Mais c'est la vérité. Il y a une autre dimension d'ailleurs, c'est qu'en fait, c'est utile pour les gens qui viennent de l'extérieur, mais c'est très important, dans un lieu, quel qu'il soit, mais touristique ou pas, que les habitants connaissent leur passé. Alors, les plus jeunes ne peuvent le connaître que pour autant qu'il y ait des gens pour le ressusciter, et pour le ressusciter avec exactitude. Et à ce moment-là, ils le connaissent, ils en sont fiers, et du même coup, le contact qu'ils vont avoir avec le visiteur va être totalement différent. C'est très important et partout. Par exemple, sur ce plateau, il y a des jeunes, donc la de Genève et puis de Bâle. Pour eux, probablement, les Trois Cloches, c'est peut-être Ray Charles, allez savoir. et savoir que la chanson de Ray Charles a été écrite un jour par Gilles, et que c'était écrit dans certaines circonstances, c'est ça l'histoire aussi, et c'est le lien. Il y a des tas de liens qui permettent ensuite, je crois, de s'accrocher à ce pays-là. Alors, bon, on va maintenant revenir à Gilles, et puis on va pas être tout à fait chronologique, on va parler des 100 ans de Gilles, parce qu'à ses 100 ans, il n'était plus là. Oui, mais pour parler des 100 ans de Gilles, il faut en 2 mots, parce que ça se rejoint. Il faut parler de sa mort très brièvement. C'était le 26 mars 1982, et puis il était malade depuis, pardon de chausser les besicles, mais je voudrais vous lire un texte. Il était malade depuis plus de 3 mois. Il était à l'hôpital. Evelyne, sa femme, lui rendait visite tous les jours, bien sûr, mais un certain nombre de ses amis aussi, parmi lesquels Paul Vallotton, qui était un bel lettrien et un des directeurs de Radio Lausanne. Et un jour, Gilles s'était senti mal, il s'était senti mourir, et le lendemain, il a raconté à Paul Vallotton comment il voyait sa mort. Je vous le lis parce que ça va nous amener à Saint-Saphorin. Et Gilles lui a dit: à travers les vignes, par un temps superbe, je suis monté en zigzag, puis je suis arrivé devant une barrière. J'ai réussi, je ne sais comment, à la franchir, et je suis entré dans la lumière, une lumière qui m'a aveuglé. À ce moment-là, je suis entré dans l'au-delà. Je sais bien que c'était un rêve, mais je suis sûr que ça se passera comme ça, et qu'il y a un au-delà. Et c'est sans doute comme ça qu'il est mort, Gilles, quelques jours plus tard. Et c'est aussi pourquoi, pour ses 100 ans, eh bien, on a voulu penser à ce qu'il aurait aimé. Ça s'est fait dans une extrême discrétion. Il n'y avait même pas de caméra de télévision, seulement un photographe, Maximilien Brugman, pour le bouquin que nous étions en train de faire d'ailleurs. Et c'était assez beau. Je voudrais vous montrer quelques images de ce qui s'est passé à ce moment-là. D'abord, l'invitation à ce 100e anniversaire, et puis l'apparence de la cité de Saint-Saphorin. Vous avez vu un détail tout de même, cette grappe de raisin, ce sont des ballons au-dessus de l'église.
pour dire qu'il y a la joie et le vin en même temps, et le soleil, bien sûr. Et puis au petit matin, Evelyne est allée arroser la tombe de Gilles, très discrètement. Ensuite, les gens se sont rendus sur la vigne à Gilles pour les effeuilles. Et puis... 33 cep. 33 cep, voilà, juste avant l'opération des effeuilles. Et lorsque cette opération a été terminée, eh bien, c'est Émile Gardac qui a prononcé le premier discours. Un discours, regardez, on dirait pratiquement un prêtre comme ça. Et puis ça a été la fête, une fête qui s'est terminée assez tard avec le spectacle de Rapto et Desmond, qui sont parmi les meilleurs interprètes de Gilles aujourd'hui, des gens du sud-ouest de la France. Et puis voilà comment s'est terminée la journée, avec toujours la grappe au-dessus de l'église de Saint-Saph. Ça a été un beau moment, et je dirais que lorsqu'on va aujourd'hui à Saint-Saph, on sent cela encore, on l'a senti hier avec la visite de M. Monachon, on sent qu'il y a eu un mariage intime entre Gilles et cette cité, qui perdure bien sûr à travers Evelyne, qui perdure à travers l'Auberge de Londres, mais qui perdurera sans doute assez longtemps après la disparition des êtres et des souvenirs. Alors, Gilles, lui, a dit adieu à son public. Il lui est arrivé, comme beaucoup d'artistes, de dire adieu une ou deux fois. C'est en 1972, il va dire au revoir. Il va dire au revoir à son public et à ses chansons. Écoutez de quelle manière. Chers amis, ce n'est pas sans une certaine émotion que je me présente ce soir devant vous, car c'est ce soir la dernière fois que je chante sur une scène en public. Et il se trouve que cette scène est précisément celle sur laquelle j'ai débuté il y a près de 60 ans en interprétant le rôle du diable dans l'histoire du soldat de Ramu et Stravinsky, ce petit chef-d'œuvre qui d'ailleurs continue à tourner dans le monde entier. 1918, mes débuts sur cette scène, 1976, le point final. Entre les deux, le coup de soleil et 30 ans de Paris. Aussi, je voudrais te remercier, cher public, de ta fidélité, la manière dont tu m'as soutenu pendant toute ma carrière, accueilli avec tant de chaleur. Et je veux remercier aussi mon fidèle partenaire Albert Urfer, avec lequel j'ai dialogué après Édith et après Julien pendant 30 ans presque. Et pour terminer, je vais m'adresser à mes filles, celles qui m'ont permis de vivre jusqu'à présent, et de dire dans ces temps difficiles tout ce que j'avais à dire en toute liberté. Maintenant, ces filles vont suivre leur destin fragile, peut-être sans moi. C'est pourquoi je m'adresse à elles une dernière fois. Donc, je vais m'adresser à mes chansons. Venez mes chansons, mes petites filles, j'ai à vous parler, car depuis 30 ans que nous parcourons le monde en famille, moi j'ai pris de l'âge et c'est pas marrant, car nous ne savons ni le jour ni l'heure, nous ne savons rien, sinon que la nuit vient au bout du jour, que rien ne demeure, que l'homme est poussière et que le temps fuit. Venez mes chansons, voyons votre mine, 14 juillet, la vie, le bonheur, la robe du soir, la Vierge éponine, les peuples du vent, il a fit son cœur, la Marie Jésus, dollars, les trois cloches, vous êtes 300, j'en oublie vos noms, toi je m'en souviens, t'aimais pas les boches, toi tu détestais le son du canon. Toi, il te fallait le jus, la vigne, la cave à paget, quand le bleu du ciel par le soupirail nous faisait des signes, la saveur du fruit, la douceur du miel. Toi, tu savourais le goût de framboise d'une lèvre offerte au bord de la nuit. Toi, tu rêvassais sur les bords de l'Oise. Toi, il te fallait les rues de Paris.
Nous avons tenté à notre manière de nous attaquer au fléau du temps. L'argent, les tyrans, l'esprit militaire, les bourreaux, les flics et les conquérants. Nous avons aussi ri de nos faiblesses. Nous avons chanté Liber Herr Doktor dans l'accent viril mêlé de tendresse, ceux de Steffisburg et leur Minerchor. Nous avons surtout, chansons mes amis, tenté d'apporter de notre vivant dans cet univers qui nous terrifie. Un peu de soleil, un peu de bon temps, un moment d'oubli, un rien d'allégresse à quelques frangins qui rêvent encore d'un monde attaché aux seules richesses qu'on ne trouve pas dans les coffres forts. Celle de l'amour, de l'œuvre accomplie, qu'on nous partageons dans la paix du soir, fraternellement, le pain de la vie, le vin de l'esprit, le sel du savoir. Venez mes chansons, car le temps nous presse, venez mes oiseaux sur l'aile du vent. Vous avez encore un air de jeunesse, moi je me fais vieux, où sont mes 20 ans? Ils sont dans vos airs et dans vos images, où j'ai mis mon cœur, où j'ai mis ma foi. Ce que j'ai sauvé de tant de naufrages, puissiez-vous au jour du dernier voyage, chansons mes amours, témoignez pour moi. Qui est le Au revoir, c'est un Au revoir qui fait partie d'un film produit par Michel Bory qui s'appelle Gilles, un air de jeunesse. Et puis Gilles, il n'a pas dit au revoir qu'en chanson. Au fond, il a laissé des textes aussi pour dire c'est peut-être mon coup de chapeau à moi. Oui, là il a 81 ans, hein, il faut quand même rappeler, c'est quelqu'un qui est dans une forme éblouissante, mais le testament, je dirais, spirituel, moral, il date d'un peu avant, Saint-Saphorin, 1971. Ça a été publié par Parisot, c'est un petit bouquin qu'on arrive encore parfois à trouver. Et je voudrais vous lire ces 8 vers qui sont sans doute le meilleur testament moral et spirituel de Gilles. Alors, en attendant les hommes de lumière capables d'inspirer au-delà des nations le grand rassemblement des peuples de la terre, le seul moyen de sauver l'humaine condition, commençons tous unis par briser les murailles des races, de l'argent, des lourds malentendus, pour tenter, en livrant cette ultime bataille, de rendre à l'homme enfin son paradis perdu. Je vous propose, Dimitri, de rejoindre Gilles, notre Gilles à nous, Gilles Landini, parce que rendre hommage à Gilles, ça se ferait de la même manière que s'il était là, au fond, et on choisirait évidemment un élément musical. Oui, et puis cet hommage, je le sens d'autant plus que, en fait, il se trouve que le nom que je porte, je lui dois, vraiment. Il y a pas mal d'années, quand ma mère était enceinte, il s'est trouvé que c'était un moment un peu pénible, qui était dangereux, et quand je suis né, à cause d'une chanson de Gilles, on m'a appelé justement de ce prénom. Cette chanson, c'est le bonheur. Et il se trouve que Gilles ensuite a toujours été dans ma vie parce que plus tard, quand je finissais mes études professionnelles, je faisais ma virtuosité de piano, je travaillais avec une pianiste qui s'appelle Edith Fischer et qui habitait, ça ne s'invente pas, à Saint-Saphorin, à ce moment-là. Alors voici cette chanson, donc le bonheur, qui est assez connu. Le bonheur est une chose légère, j'en dis quelques paroles. C'est aussi le parfum d'une rose. Là, je crois que Maurice ne m'en voudra pas trop. Je me permets de vous offrir ce parfum de rose, Evelyne. Le bonheur, c'est aussi ces moments, c'est la main dans la main, c'est ces instants tellement courts et tellement légers. Et nous allons vous offrir aussi à vous ce petit moment, un instant heureux. Et merci à Dimitri Markevitch aussi d'être notre compagnon.
je pense, Evelyne, que si Gilles avait été là, l'autre Gilles, désormais, on a une quantité de Gilles, c'est la vie qui continue. Hein. Je pense qu'il aurait été très touché, et particulièrement touché aussi par ce bonheur au violoncelle. Magnifique. De voir M. Markiewicz, qui est un violoncelliste tellement connu et tellement grand, avoir cette petite mine de plaisir en tirant sur ses cordes, sur le bonheur, c'est un vrai bonheur. Maurice, si vous voulez bien vous joindre à nous, parce que c'est aussi la circonstance, quand on termine l'émission à la fin de la semaine, Maurice Rieder nous prépare un arrangement floral. Qu'avez-vous à nous dire aujourd'hui? Vous connaissez cette histoire de Gilles qui raconte l'histoire du Vaudois Bontin qui a épousé une femme du monde, qui va au concert à Lausanne, et puis à la sortie du concert, on lui présente le chef d'orchestre, puis il lui dit « En tout cas, votre concert était faramineux. Merci maître, on a beaucoup joué. » Eh bien, ce matin, j'ai pris ma voiture, puisque je suis voisin de Montreux et de Saint-Saph, et puis je suis allé à Saint-Saphorin, je me suis arrêté au bord du trottoir, je suis monté le petit chemin graveleux du cimetière de Saint-Saphorin, puis je suis allé poser quelques narcisses sur la tombe de Gilles. Puis je trouvais que c'était à la fois un gag, parce qu'en fait, Gilles n'a jamais été narcisse, en fait. Il n'a jamais regardé de l'eau du lac pour se voir lui-même. Je crois qu'il a plutôt été sur le lac pour voir le Vaudois et le dépeindre. Et moi, ça fait des dizaines d'années, je ne vous dis pas combien, que je suis un fan de Gilles. Alors j'ai été lui faire ce petit hommage, et je trouvais amusant de... Alors, évidemment, en partant, je lui ai dit « Oh, cette semaine, c'était super, c'est faramineux, merci maître, on a beaucoup joué. » Je suis sûr qu'il m'a entendu. Et puis, Madame Lutti, je voulais vous offrir ces petits narcisses. C'est un peu un gâteau montreusien, vous voyez, de chez Durcher. Il y a un fond de glycine, il y a un peu de aussi les couleurs qui sont chères aux Anglais, qui ont fait quand même aussi la gloire de Montreux. Puis évidemment, de narcisses qui poussent tout seuls. Puis en vous regardant cette semaine, je pensais aussi à une autre jolie expression de Gilles. Quand je voyais vos yeux pétiller comme ça, Gilles avait une expression parlant des femmes qui étaient en costume ou qui étaient heureuses. Il disait « Elles ont mis leurs yeux du dimanche. » Alors je trouve que cette semaine, vous aviez mis vos yeux du dimanche. Je pense que vous en mettez toujours. Merci Maurice. Mais Maurice, vous avez connu Gilles, vous l'avez rencontré? Oui, je l'ai rencontré à Saint-Saphorin, c'est sûr. Au caveau, je l'ai entendu de très nombreuses fois. J'ai eu beaucoup, ça a marqué, et ça marque toujours ma vie. J'ai tous ses disques, j'ai ses livres. C'est une personnalité qui a marqué. Parce que je me sens tellement vaudois, et je me sens encore plus vaudois quand il les décrit, c'est bien clair. Pour une fois que je peux prendre l'accent vaudois en Zigzag Café, sans être gêné. Evelyne, vous vouliez dire quelque chose? Mais oui, le hasard, qui n'en est jamais un, a fait que vous avez marié les narcisses, qui sont le symbole de Montreux, avec la couleur violette, qui est à l'honneur cette année, parce que c'est la couleur de l'impératrice Élisabeth. C'est bon. Monsieur Carlo, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, vous? Je suis touché. Mais déjà que je suis là, on a parlé avec M. Wiedemann tout à l'heure, je l'ai félicité pour ce qu'il a fait pour le Palace. Oui. Il a très démocratisé le Palace, mais entre deux, il a cherché les souvenirs, les vieux souvenirs, il était en train de faire quelque chose de fabuleux. Pour les jeunes, excusez-moi, pour les jeunes, Montreux Palace, il est aussi là. Il y a eu Madonna, il y a eu Mike Jagger. Mike Jagger était là, je l'ai servi longtemps pendant qu'ils écrivaient ces chansons. Et comment il était, Mike Jagger? Il était adorable. Ah oui? Simple, il avait son cahier, la nuit il rentrait, il voulait simplement un litre de lait. Alors et cette période-là, je travaillais la nuit, c'était l'hiver, et lui il écrivait, il travaillait au studio, il voulait simplement un litre de lait. Et c'est tout. Mais il était simple. On peut dire la même chose de Madonna? Et non, là... c'est une question, j'avais qu'une question. Mais pour les jeunes, dire que Montreux Palace, il y a aussi des grandes vedettes qui passent. Bien sûr, oui. Michael Jackson, et puis tous les grands du festival du jazz, il ne faut pas l'oublier, le festival du jazz. Tous les grands vedettes passent chez nous. Quincy Jones est passé. Moi, j'ai connu Count Basie, Ella Fitzgerald. Il y en a tellement que je ne peux plus dire. Mais j'ai connu toute l'équipe, voilà. Et quand vous êtes retiré là, du côté du lac Majeur, maintenant, vous repensez encore à tout ça? Oui, ça vient. Oui, je pense. J'aime bien. Là. J'ai l'impression qu'Evelyne Lutti devrait aller vous voir, là, parce qu'il y a un certain nombre de souvenirs. Je viens. Je vous donnerai l'adresse. Oui. Pourquoi pas? Bien sûr. Oui. Mais à ce titre, j'aimerais quand même dire aussi quelque chose. Le Montreux Palace a été le premier hôtel à faire appel, entre guillemets, à un archiviste. Le Montreux Palace est un des seuls hôtels qui a encore toutes ses archives et qui a fait l'effort au moment du changement de directeur de répondre à une lettre en disant « C'est bon, on prend soin ».
Voilà. Puis il y a une autre chose qu'il faut ajouter aussi, parce que M. Boda est là, parce que M. Dimitri Markevitch est là, c'est que Montreux, c'est la musique. Hein, Montreux, c'est l'art choral. Vous êtes président. Dites-moi juste un mot là sur l'art choral. Bien sûr, on a beaucoup parlé du jazz, mais Montreux a aussi son festival choral, qui est organisé par la chanson de Montreux depuis 34 ans. On prépare la 35e édition pour l'année prochaine. Il a lieu chaque année au printemps, la semaine qui suit Pâques. Et c'est en somme le premier festival de la saison culturelle de Montreux, qui est suivi par le Festival du Rire, le Festival du Jazz, le Festival de musique, etc. Et les journées de septembre musical qui tient à cœur à Dimitri Markevitch. Mais je crois que ce goût de la musique à Montreux, c'est une opération commerciale? C'est le goût des Montreusiens pour la musique? Non, non, c'est une tradition. Quand on a fait l'auditorium, beaucoup de gens ont réagi, ont dit « Oh, Montreux, voix plus grand, etc. » C'est pas ça, on a un orchestre du Cursal et un Cursal depuis 1881. C'est pas parce que les partitions elles ont brûlé qu'on n'a pas de tradition musicale, mais on a toujours eu une tradition musicale extrêmement forte. Quand vous pensez que beaucoup d'œuvres de Duparc ont été jouées pour la première fois à Montreux au siècle passé, ça continue maintenant. L'auditorium Stravinsky est parfaitement dans la ligne et puis il n'est pas beaucoup plus grand que ce dont on a besoin. Alors Evelyne, il y a une question qu'on ne vous a pas posée depuis le début de la semaine, mais elle me brûle les lèvres quand même. Est-ce que vous êtes montreusienne? Je suis née à Bâle, avec une origine saint-galloise. Et puis, il fut un temps où on parlait numerus clausus à l'université et mon père m'a dit « Tu sais, je crois qu'il faut que tu te fasses d'ici. » Et puis, j'ai demandé la bourgeoisie de Veto, qui est à côté de Montreux, qui est la seule qui, en 1961, a refusé la fusion avec Montreux. Et je suis vétosienne, c'est vrai. Voilà, je suis un peu de partout, quoi. En tout cas, plus montreusienne qu'elle, on va avoir de la peine à trouver, hein, j'ai l'impression. Merci d'avoir participé à cette semaine. Merci d'être venu sur ce plateau. Je crois que c'était vraiment un parcours magnifique à travers l'histoire d'une ville et l'histoire d'un homme et de chansons. Puis je crois que le plus simple, parce que c'est quand même lui qui les chantait le mieux, de bonheur. Les choses légères que toujours notre cœur poursuit, mais en vain, comme la chimère, on croit le saisir, il s'enfuit. Il n'est rien qu'une ombre fugace, un instant, un rayon furtif, un oiseau merveilleux qui passe, ravissant mais jamais captif, le bonheur. Juste une petite précision, parce que c'est des belles histoires d'amitié, n'est-ce pas Alex? On va continuer à entendre le bonheur. Et vous avez remarqué que ce n'est pas Gilles qui chante le bonheur, c'est Urfer. Pourquoi? Oh, simplement parce que Gilles considérait qu'en effet, Urfer chantait mieux le bonheur que lui. Et c'est vrai qu'il y a peut-être moins de perfidie et plus de tendresse profonde, qui est celle de ce pays de Vaud. Et c'est vrai que pour les Vaudois, c'est la voix d'Albert Urfer et non pas celle de Gilles qui est attachée au bonheur. Encore une belle histoire d'amitié, on le retrouve. C'est le souffle léger d'un enfant qui sommeille, l'amitié qui veille, le pain partagé. Et puis voici qu'un jour, le bonheur qu'on envie entre dans notre vie sur l'aile de l'amour. Le bonheur dans le grand silence de la nuit, c'est sur le chemin le bruit clair de ton pas qui danse, ta main que je tiens dans ma main. Le bonheur, c'est toi source vive de l'amour, dans son vert printemps, quand la nuit dans mes bras captive, j'entends ton doux gémissement. Le bonheur, c'est de croire encore, amant, que nous verrons un jour resplendir l'éternelle aurore. Qui sait d'un immortel amour.